Salut à tous. Nous sommes le vendredi 10 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, Matthew Ho, est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, content de te voir. Matt, laisse-moi commencer par ceci. Enfin, tu sais, les dernières nouvelles au Moyen-Orient sont assez incroyables. Avant, on parlait d'un cessez-le-feu au Liban, et il semble qu'il s'en approche. Nous avons eu des rapports dans Axios et Israel Hayom. Tous deux ont indiqué qu'un cessez-le-feu immédiat serait annoncé demain. Et cela, avant même que les négociations ne commencent. Mais en regardant la situation, à ton avis, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, es-tu optimiste? Penses-tu qu'il y ait quelque chose d'important à attendre de ces négociations? Anything important coming out of these negotiations? Non, je ne suis pas du tout optimiste. Et vous savez, bien sûr, merci de m'avoir invité ici avec vous. Je ne suis pas du tout optimiste à ce sujet. Très sceptique. Je veux dire, je pense que nous avons tous de bonnes raisons d'être sceptiques, sans être qualifiés de cyniques. Regardez les 2 séries de négociations au cours des 12 derniers mois qui ont été interrompues, et la trahison qui s'en est suivie, des coups bas, puis l'Iran a été bombardé, et puis aussi la manière dont Israël a mené sa part dans les cessez-le-feu, mettez ce mot entre guillemets, à Gaza et au Liban. Je veux dire des violations quotidiennes, jour après jour. Des milliers de personnes tuées et blessées pendant ces cessez-le-feu. Donc vous savez, même s'ils parviennent demain à un accord incluant le Liban et un cessez-le-feu plus large, je ne suis pas du tout optimiste. Et je me demande avec les Israéliens, Nima, si avec Israël ce n'est pas simplement une question de savoir s'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont établi les faits sur le terrain au Liban. Ils ont bombardé suffisamment de ponts au-dessus du Litani pour isoler complètement le sud du Liban du reste du pays, afin de pouvoir le revendiquer, n'est-ce pas? Pour pouvoir l'occuper, pour pouvoir s'y installer. Tu vois, est-ce qu'ils ont, comme les Israéliens aiment le dire, déjà créé les faits sur le terrain afin de pouvoir avancer vers un cessez-le-feu? Et cela, même s'ils ont l'intention d'en conclure un, s'il doit même y en avoir un, ou s'il y aura la moindre bonne foi. Et encore une fois, nous avons tous vu à quoi ressemble la conduite israélienne pendant les cessez-le-feu. Nous avons aussi vu à quoi ressemble la conduite américaine pendant les négociations. Donc oui, non, je ne suis pas optimiste. Oh, ton micro est coupé. Oh, you're muted. Sorry for that. The case of Israel, Matt. Désolé pour ça. Dans le cas d'Israël, Matt, je pense que Donald Trump lui-même arrive à un point où il subit beaucoup de pression économique. On le voit dans la façon dont tout le monde parle du fonctionnement du marché en ce moment. Il y a beaucoup de pression interne sur Donald Trump. Comment vois-tu les conséquences de ces pressions sur lui et le fait qu'il ait donné son feu vert à Benjamin Netanyahu juste après le cessez-le-feu pour frapper à nouveau le Liban? Oui, je pense qu'avec Donald Trump, Nima, la situation est vraiment mauvaise maintenant. Je crois que notre compréhension de lui, en particulier pendant son premier mandat, comme quelqu'un qui était d'accord avec la dernière personne à qui il avait parlé, eh bien, je pense que cela a atteint un niveau de crise. Les informations que nous voyons sur la façon dont il est influencé, jour après jour, par quiconque lui parle, ont atteint, disons, un niveau d'urgence. Ce n'était pas bon avant, mais maintenant je pense que c'est vraiment, vraiment mauvais. Aujourd'hui, CBS News a rapporté que soi-disant Donald Trump avait reçu un appel téléphonique de Netanyahou, et c'est pour cela que Trump a ensuite dit « Non, le Liban ne fait pas partie de l'accord de cessez-le-feu ». Avant, il y était favorable, puis Netanyahou l'a appelé. J'ai l'impression qu'il se passe sans arrêt des choses de ce genre. Netanyahou joue assez souvent ce rôle, mais nous voyons aussi cela se produire sur le plan intérieur. Bien sûr, les nouvelles ici, aux États-Unis, l'inflation était de 3,3% le mois dernier, et le rapport sur l'emploi, vous savez,
les chiffres de l'emploi sont catastrophiques, absolument catastrophiques. Quel que soit l'indicateur que vous regardiez, on observe un pays en très très mauvaise santé économique. La confiance du public américain dans l'économie est au plus bas jamais enregistrée. Et cela repose sur les données concernant la confiance des consommateurs américains, la confiance économique américaine qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Nous en sommes maintenant au pire moment en ce qui concerne la perception qu'ont les Américains de leur économie. Donc toute cette pression et la réalité de ce qui vient de se produire ne nous a pas encore rattrapés. Vous savez, oui, les prix de l'essence aux États-Unis ont augmenté. Ils ont augmenté. Les billets d'avion ont augmenté. Des choses comme ça se sont manifestées le mois dernier. Mais vous savez, cette vague d'impact, due à la fermeture des détroits, à la destruction et aux dommages subis par les installations énergétiques dans tout le Golfe, cette guerre économique, cette pression n'est pas encore vraiment arrivée ici, aux États-Unis. Donc cela va arriver et ça va faire mal. Et c'est déjà une économie qui se porte mal. C'est déjà une économie qui vacille au bord de la récession. Et c'est probablement ce qui va la faire basculer. Et au-delà de ça, ce n'est pas une récession normale. C'est ce qu'on appelle la stagflation, où l'on a à la fois une forte inflation et des taux d'intérêt très élevés, ce qui est le signe d'une économie faible et de l'incapacité des choses à redémarrer, vous voyez. Donc, on présente au président l'idée qu'il doit s'en sortir avant que cela n'ait vraiment un impact. Car aussi graves que soient les conséquences économiques de cette guerre, et qu'elles le seront au cours des prochains mois, je pense que le monde va en grande partie échapper aux véritables dangers auxquels nous étions confrontés. Maintenant, si cette guerre s'était poursuivie dans la direction qu'elle prenait, avec des attaques contre les infrastructures du Golfe, les infrastructures iraniennes, les infrastructures énergétiques et le maintien de la fermeture des détroits, cela aurait eu un impact considérable. Nous n'aurions pas seulement été confrontés à la possibilité d'une récession mondiale, mais d'une dépression mondiale. Donc je pense qu'avec cette guerre écourtée à 6 semaines, les prochains mois vont encore être difficiles. Mais je ne crois pas que l'économie mondiale va s'effondrer ou exploser comme beaucoup le craignaient. Cela dit, aux États-Unis, en raison des conditions, et je dirais que ça s'applique probablement aussi à l'Europe, ainsi qu'aux alliés pacifiques de l'Amérique, les Japonais et les Sud-Coréens, cela pourrait à lui seul avoir pour effet, encore une fois, une récession accompagnée d'une forte inflation, une stagflation. Vous savez, je pense que c'est ce qu'on présente au président. Maintenant, est-ce que ça reste dans sa tête plus de 5 minutes après que la personne qui vient de le briefer quitte la pièce? Donc après Scott Bessent ou Susie Wiles ou quiconque essaie de lui parler, peut-être qu'on les envoie, vous voyez. Et puis il reçoit un appel de Netanyahou et il décide que c'est la bonne chose à faire, déclarer un cessez-le-feu. Et ensuite, en quelques heures, il fait tout ce qu'il peut pour compromettre cela. Donc je pense que ce qui nous attend ici, c'est juste ces montagnes russes, avec cet homme qui devrait être démis de ses fonctions. Oui, je vais m'en tenir à ça. Oui, mais Pete Hegseth, je suis sûr que tu as lu l'article du New York Times sur ceux qui étaient d'accord avec Donald Trump pour aller en guerre contre l'Iran. Il disait en gros que Pete Hegseth était le seul à dire « Allons-y, faisons-le, c'est une mission faisable ». Oui, mais les autres, tu sais, personne d'autre, même Rubio, n'était pas là. Exactement. Et vous savez, Bessent, la secrétaire au Trésor, n'était pas là. Je ne pense pas que Chris Wright, le secrétaire à l'énergie, était présent non plus. Je prends cet article du Times avec beaucoup de prudence, beaucoup d'hésitation et de doute, parce que le Times est responsable de la création de récits,
et de la production du récit démocrate-libéral du côté gauche de l'échiquier politique dans ce pays. Et vous savez, c'est aussi simplement une description de l'époque. Je l'ai entendu une fois, et je trouve que c'est une description fantastique. Le New York Times représente l'aile gauche de Wall Street. Je pense que c'est également intégré. Le New York Times est une icône de l'establishment au sein du complexe militaro-industriel. Donc, bien sûr, l'idée de rejeter la faute sur les Israéliens et de dire que Rubio et d'autres étaient consternés au sein du service de renseignement américain, vous savez, John Ratcliffe, le directeur de la CIA, s'est précipité pour corriger ce que les Israéliens avaient dit. Et le général Quinn a déclaré que les Israéliens exagèrent toujours et ne tiennent pas leurs promesses, qu'ils exagèrent et ne livrent pas les renseignements promis. Donc, j'hésite à croire le Times, simplement parce que nous les avons si souvent vus par le passé, protéger le récit de l'establishment, protéger le récit impérial, protéger l'Empire américain. Et ici, bien sûr, ils blâment les Israéliens, ce qui est intéressant parce qu'ils ont défendu Israël pendant des années et des années. Donc je suis un peu hésitant à ce sujet. Mais sur ce point concernant Hegseth, je suis entièrement d'accord. C'est la partie de l'article sur laquelle je n'ai aucune hésitation. On peut voir Hegseth jouer le rôle de meneur de guerre. Et je pense que les rapports que nous avons lus de la part de membres du Congrès, parlant des séances d'information qu'ils ont eues avec le Pentagone où Hegseth était présent, ainsi que les sources anonymes provenant de personnes qui le connaissent. En somme, c'est un type qui a cru à la fantaisie. C'est un fabulateur. Il se voit comme un guerrier chrétien des temps modernes, un croisé. Ces idées qu'il a en tête sur la prouesse, la supériorité, la capacité de l'armée américaine à dominer, on perçoit clairement cette ligne dans sa pensée, dans son caractère et dans ce qu'il est. Donc oui, tous les rapports que nous voyons selon lesquels Hegseth pensait que cela ne poserait pas de problème, que les Iraniens ne riposteraient probablement pas, et que, s'ils le faisaient, nous les écraserions facilement et les vaincrions. Oui, cela a du sens. Cela a tout à fait du sens. Je veux dire, je tiens aussi à, pendant que j'y pense, recommander un article qui montre comment cette façon de penser imprègne tout le Pentagone. Et nous en avons déjà parlé. Je ne veux pas trop parler de Pete Hegseth. Je veux parler de l'institution qui a créé Pete Hegseth, n'est-ce pas? Le système qui a engendré Pete Hegseth. Parce qu'on peut critiquer Hegseth sans arrêt. C'est un personnage de dessin animé. Mais la réalité, le manifestement de l'armée américaine, du Pentagone, du complexe militaro-industriel américain. Pourquoi l'Empire américain, après tout ce que nous avons vu, la façon dont il a agi au fil des décennies, alors qu'il s'agite et qu'il échoue, pourquoi ne produirait-il pas un secrétaire à la défense comme Pete Hegseth? C'est le genre de discussion que nous avons ici. Mais je veux attirer l'attention des gens sur un article à propos de l'Irak écrit par Nir Rosen dans Dropsite News. C'est un article très long et il est excellent. Joe Kent y est longuement interviewé et les observations de Kent ainsi que le reportage de Rosen dans ce texte, qui vient tout juste de paraître hier, sont essentiels pour comprendre la manière dont l'armée américaine pense. Dans ce cas précis, il s'agit de l'Irak et de la vision selon laquelle tous les chiites feraient partie d'un complot. Cela n'a aucune importance. Qu'il s'agisse de responsables civils, de membres des forces de sécurité, de la résistance irakienne, des forces de mobilisation populaire ou de l'armée irakienne. Et je sais que tout cela se recoupe, et Nir Rosen fait un excellent travail pour l'expliquer à ceux qui ne connaissent pas bien la situation. Mais ce qui ressort le plus clairement de cet article, c'est la mise en évidence de leur incroyable étroitesse d'esprit. Notre ami Larry Wilkerson, que j'espère voir ce week-end, aime utiliser cette expression « tête de bois ».
Je crois qu'il la tient de Barbara Tuchman. Mais c'est exactement cela. Ces hommes et ces femmes qui peuplent le Pentagone ont une vision du monde tout simplement erronée. Pour le dire simplement, ils estiment qu'en bombardant ces centaines de sites, en bombardant l'armée irakienne, les forces de sécurité irakiennes, les soldats irakiens, et même les milices sunnites qui sont de notre côté et qui ont combattu l'État islamique, ainsi qu'en bombardant tout ce qui est chiite, parce qu'ils croient simplement que tous les chiites sont mauvais et que tout cela fait partie d'un vaste complot iranien. Eh bien, cette obstination, cette étroitesse d'esprit, cette stupidité sont toujours là. Et maintenant, au lieu que les Américains considèrent tout ce qui était sunnite en Irak comme mauvais, ce qui correspondait à la guerre de ma génération en Irak, dirigée principalement par Paul Wolfowitz, ils ont simplement inversé la logique. Mais aujourd'hui, il y a cette génération qui voit tout comme une conspiration iranienne. Alors, s'il vous plaît, après cet appel, faites-vous une faveur. Lisez cet article de Nir Rosen dans Drop Site News, car il est absolument remarquable pour vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement en Irak, mais aussi pour vous offrir une perspective plus large sur l'armée américaine, le Pentagone, les dirigeants américains et la prise de décision. Cela vous aide à comprendre non seulement ce que nous faisons en Irak, non seulement ce que nous faisons au Moyen-Orient, mais aussi à travers le monde. Matt, que penses-tu de cette dernière opération de Donald Trump en Iran, avant l'annonce du cessez-le-feu? Il a dit qu'il s'agissait de sauver un pilote. Mais ensuite, quand on regarde le niveau d'équipement qui a été pris pour cible ou détruit dans cette région, c'est incroyable. À peine 12 ou 14 personnes, avec des Little Bird, des Black Hawks, des C-130, tous ensemble. Quelle est ton interprétation de ce qui s'est passé? Donald Trump a tellement essayé, avec Pete Hegseth, de partager chaque détail de cette opération, n'est-ce pas? Je pense que ce qui s'est passé, c'est soit que le F-15 a été abattu alors qu'il menait une opération accessoire, sans lien avec quoi que ce soit concernant le site nucléaire d'Ispahan, et que cet abattage a eu lieu en même temps qu'une opération potentiellement planifiée pour voler quelque chose, l'uranium de ce site. N'est-ce pas? Enfin, ou bien ce F-15 soutenait les opérations. Je sais que c'est ce que Larry Johnson a dit. Je ne sais pas, mais ça semble logique aussi. Pour moi, vous savez certainement, et je vais voir ce week-end quelques gars qui sont d'anciens types ayant fait ce genre de travail, qui ont participé à ce type de mission. Tu sais, pour moi l'idée, c'est que peut-être que ce membre d'équipage aérien, cet officier des systèmes d'armes, le WISO comme on les appelle, était tellement loin à l'intérieur des terres qu'il a fallu faire venir des hélicoptères pour partir à sa recherche. C'est tout à fait possible. Il semble qu'il y ait eu un délai entre le moment où il a été abattu et celui où la mission de sauvetage a pu avoir lieu. Cela a du sens alors. Si l'on considère le temps nécessaire pour rassembler cette équipe et embarquer ces « Little Birds » comme on les appelle, ainsi que les hélicoptères MH-6 dans les C-130. Peut-être qu'ils étaient déjà positionnés pour une telle éventualité. Ou peut-être que le tir s'est simplement produit au même moment, dans à peu près la même zone, que le plan visant à voler le matériau nucléaire, l'uranium enrichi. Plus j'y pense, plus je me dis que cette histoire d'uranium enrichi n'a pas de sens, simplement à cause de son poids. On a entendu dire qu'il pèse environ 450 kilos. Mais si l'on ajoute la nécessité de le placer dans des conteneurs spécialisés, ainsi que le système requis pour transporter ces conteneurs, on parle de plus de 7 tonnes. Certainement pas quelque chose qu'on pourrait simplement accrocher pour qu'un MH-6 Little Bird s'envole avec.
Je veux dire, il y avait peut-être une force de relève, quelqu'un d'autre qui devait venir aider à transporter cela. D'après ce que je comprends, il faut mettre cet uranium enrichi dans des conteneurs spéciaux et ils doivent être placés à une certaine distance les uns des autres. Sinon, ils peuvent déclencher une réaction, tu vois? Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe et qui demande bien plus de capacité technique que, disons, gars des Delta et des SEALs appuyés par des Rangers de l'armée arrivant à bord de MH6. Mais peut-être que ce n'était que la première partie de l'opération. On n'en sait vraiment rien. Toute cette affaire a été obscure. Nous n'avons pas encore vu les pilotes. J'ai voyagé, donc peut-être qu'ils ont dit leur nom ou au moins montré des photos ou quelque chose du genre, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est une chose curieuse. Je pense que ce qui, espérons-le, a choqué les Américains, c'est la réaction des Iraniens à tout cela. Chaque Iranien, armé d'un fusil partant à la recherche de ses pilotes, tirant sur les avions. Je veux dire, nos commentateurs ici, aux États-Unis, sur les chaînes d'information appartenant aux grandes entreprises, disaient « Oh, les Iraniens vont aider à retrouver le pilote parce qu'ils le voient comme un libérateur. » Pendant ce temps, je ne sais pas. Aucune des vidéos que nous voyons venant d'Iran ne montre cela. Et il y a cette vidéo incroyable d'un homme interviewé dans une émission d'information iranienne. On dirait une émission de petit déjeuner. Il est avec sa fille et raconte une histoire sur le moment où il tirait sur les hélicoptères. Il pense en avoir touché un. Sa petite fille ne voulait pas rester dans la maison. Et quand l'animateur a demandé à la fillette « Pourquoi n'es-tu pas restée dans la maison ? Pourquoi encourageais-tu ton père à tirer sur les Américains ?» Elle a répondu « Parce que les Américains sont des tueurs d'enfants. » Et c'est ce que nous sommes dans cette guerre. C'est ce que sont les États-Unis. Les États-Unis sont des tueurs d'enfants. De petites filles se tiendront dehors et défieront les avions américains dans le ciel ouvert, pendant que leurs pères tireront avec des fusils de chasse sur ces appareils. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des tueurs d'enfants et nous envahissons leur pays. Matt, nous avons eu un reportage sur CBS News à propos de l'un des survivants de l'attaque iranienne au Koweït. Il a mentionné pendant la guerre, et ce qui est incroyable dans cette vidéo que je vais te montrer, c'est qu'au moment des attaques, au lieu de les emmener et de les éloigner davantage des Iraniens, on les envoyait plus près de l'Iran. Et voici ce qu'il a dit. Entretien avec un membre du 103e commandement du soutien de l'armée, basé dans l'Iowa. Le soldat a survécu à une frappe de drone iranien qui a tué 6 autres personnes et affirme que son unité n'était pas préparée à se défendre. Nous avons convenu de dissimuler le visage et la voix du soldat. Voici Jonah Kaplan, correspondant de CBS News. Des photos et des vidéos obtenues par CBS News montrent les restes calcinés de l'attaque iranienne, la plus meurtrière contre les forces américaines en 5 semaines de guerre. Tout a tremblé, comme dans un film. Tes oreilles bourdonnent, de la poussière et de la fumée partout. Ce soldat faisait partie d'un groupe d'environ 60 militaires stationnés dans un poste militaire au Koweït qui a été touché par la frappe. Il affirme que le commandement de son unité les y a envoyés, malgré des renseignements indiquant qu'il s'agissait d'une cible potentielle pour un drone. Et nous nous sommes rapprochés de l'Iran dans une zone extrêmement dangereuse qui était une cible connue. Alors, quelle raison vous a-t-on donnée pour justifier votre présence là-bas? Je ne pense pas qu'une bonne raison ait jamais été formulée. L'attaque a tué 6 soldats américains et en a blessé des dizaines d'autres. Ces morts auraient-elles pu être évitées? À mon avis, absolument oui.
Le lendemain, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a qualifié le drone iranien de « fuyard » qui avait réussi à passer à travers les défenses aériennes de l'armée. Ouais. Oui, en fait, Nima, je ne veux pas trop en dire à ce sujet parce que j'ai peur que l'identité des personnes soit découverte, mais j'ai entendu quelqu'un qui était sur place. Et j'ai entendu cela il y a des semaines, plus ou moins la même chose que ce qui est rapporté sur CBS News. Ils ont été placés dans un bâtiment complètement sans protection. Ils se trouvaient dans un endroit qui ne faisait sens pour aucun d'entre eux. Et oui, ils ont été tués, massacrés. Leur rôle dans tout cela, leur responsabilité, la criminalité que cela implique. Et on pourrait en dire autant. Écoute, je suis ici à Columbus, dans l'Ohio, aujourd'hui. Et quand je conduisais jusqu'à cet hôtel, en descendant la route 23 est l'autoroute qui traverse Columbus, Ohio, du nord au sud. Columbus est une assez grande ville, tu sais, la capitale de l'Ohio. La voie en direction du nord était complètement fermée, et j'ai vu des motards de la police bloquer les bretelles d'accès. J'ai conduit un moment, peut-être 1 mile environ, et puis enfin, j'ai vu arriver le cortège funèbre. Toutes les sorties étaient de nouveau fermées. C'était un grand cortège pour un membre de la Garde nationale aérienne de l'Ohio, le sergent-chef Tyler Simmons, un jeune homme qui a été tué dans le KC-135 qui s'est écrasé au-dessus de l'Irak. Et tu sais ce qui m'a frappé, c'est la force de ce moment. Cette ville, cet État, qui enterre l'un de ces jeunes hommes partis faire la guerre contre l'Iran. Dans quel but? Pour quelle raison? Il n'était même pas en service actif. Il faisait partie de la Garde nationale de l'Ohio ou de la Garde nationale aérienne. Vous savez, je veux dire, c'est la perte que subissent ces communautés. Le coût pour les familles, des hommes et des femmes tués lors de cette frappe de drone. Vous venez de passer l'extrait. Cela ne s'arrête jamais. Leurs vies ne seront jamais reconstruites. Des avenirs ont été brisés parce que le Pentagone a placé ces jeunes hommes et femmes dans une installation qui n'était pas protégée contre l'attaque iranienne la plus probable. Et nous avons vu cela dans toute la région. Nous avons vu ces bases qui ont dû être évacuées. Nous avons vu, rien que ces dernières semaines, le commandement central des États-Unis, qui est le commandement militaire responsable du Moyen-Orient, lancer des appels d'offres à des entrepreneurs du monde entier en disant « Hey, pouvez-vous livrer des bunkers en béton à nos bases au Moyen-Orient ?» Je veux dire, cela s'est produit des semaines après le début de cette guerre. Et ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Ce n'était pas la première fois que nous étions en guerre. Nos bases en Irak et en Afghanistan étaient constamment bombardées de mortiers et de roquettes. Nous avions des bunkers partout. Nous venons de passer 4 ans à observer la guerre entre l'Ukraine et la Russie, où des centaines de missiles et de drones sont tirés chaque jour, n'est-ce pas? Et nous avons aussi l'expérience directe des affrontements avec l'Iran en 2024, puis à nouveau en 2025, lorsque les Iraniens ont lancé des centaines et des centaines de missiles et de drones. Ainsi, les États-Unis entrent volontairement dans cette guerre, une guerre de choix, une guerre d'agression, sans même protéger leurs propres troupes. Donc non seulement cette guerre repose sur des mensonges, une guerre injuste, non provoquée et contre-productive à tous égards, mais ils ne s'y sont même pas préparés. Et donc, maintenant, vous avez ce jeune homme, probablement rongé par la culpabilité du survivant, mais qui a le courage, le cran, d'aller voir les médias américains et de dire « Mes amis ont été assassinés à cause de l'incompétence de l'armée américaine qui s'étend jusqu'au plus haut niveau. » J'ai assisté à cette procession funéraire ici, où cette ville se vide de son cœur pour un autre jeune homme. Qu'aurait-il pu faire? Quelle contribution aurait-il pu apporter à sa communauté? Qu'aurait-il pu accomplir ici, dans l'Ohio, au sein de la Garde nationale de l'Ohio, plutôt que de mourir dans le ciel irakien? N'est-ce pas? Je veux dire, à tant de niveaux,
c'est tout simplement révoltant, tellement écœurant. Et puis, vous savez, je parle ici des États-Unis, mais on peut extrapoler cela à partout ailleurs. Je veux dire, 3700 Iraniens sont morts, des milliers d'autres ont été blessés. 1700 Libanais sont morts, des milliers d'autres blessés. Plus d'1 million de Libanais déplacés. Il y a eu des centaines de morts et de blessés dans d'autres États de la région. Et bien sûr, que se passe-t-il pour les Palestiniens pendant tout cela? C'est un gâchis absolu. Et puis, regardons les hommes qui dirigent tout ça. Donald Trump, Pete Hegseth, Netanyahou. Ce sont les pires d'entre nous. Les pires, vraiment. Ce sont des hommes incompétents, des escrocs. Ils ne savent même pas mentir avec assurance. Et nous laissons cela se produire. Tout cela est tout simplement révoltant et dégoûtant. Oui. Matt, quand tu regardes la façon dont Donald Trump a d'une manière ou d'une autre changé, je ne sais pas si la décision d'envoyer J.D. Vance vient de Trump lui-même ou si c'est quelque chose que les Iraniens ont demandé. Parce que, d'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, les Iraniens ne voulaient pas négocier avec Steve Witkoff et Jared Kushner. C'est pour ça que J.D. Vance a rejoint l'équipe. Et si c'est le cas, ma question est la suivante. On dirait que Donald Trump ne fait pas confiance à J.D. Vance. C'est pour ça qu'il envoie Jared Kushner et Witkoff avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que Trump fait totalement confiance à Witkoff et à Kushner. Les Iraniens, eux, non. Donc je pense que ce qui doit se passer, c'est que Vance doit être là pour couvrir Witkoff et Kushner. Tu sais, ce que je vais dire est un peu ironique, mais c'est ce que mon ami Dan McAdams de l'Institut Ron Paul a tweeté l'autre jour, que si les Iraniens font confiance à Witkoff et à Kushner, alors ils méritent tout ce qui va leur arriver. C'est bien sûr une remarque ironique, mais quand même, pourquoi les Iraniens permettent-ils même à Witkoff et à Kushner de faire partie de tout ça? Je veux dire, il y a eu une série d'exposés dans la presse occidentale affirmant clairement que tout le monde comprend que Witkoff et Kushner sont des agents israéliens, qu'ils ne comprennent pas cette région, qu'ils ne comprennent pas cette guerre, qu'ils ne comprennent pas ce qui est en jeu ici, sauf à travers un prisme israélien, un prisme sioniste, et leur permettre de s'impliquer là-dedans, surtout avec toutes ces manigances, ces trahisons. En fait, 2 fois en 2 mois, les Iraniens ont négocié avec nous sous la direction de Witkoff, et il les a trahis. Les Iraniens ont été attaqués 2 fois en 12 mois, et ils vont quand même s'asseoir avec ce type. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sera direct. Je suppose que ce sera probablement indirect. Mais vous savez, un Pakistanais qui fait la navette entre des chambres d'hôtel quelque part. Mais je ne comprends pas pourquoi les Iraniens diraient même cela. Écoute, les Russes ont dit que Keith Kellogg ne pouvait pas faire partie de ton équipe de négociation. Et Keith Kellogg ne faisait pas partie de l'équipe de négociation de l'administration Trump, même s'il était l'envoyé de Trump en Ukraine. Mais les Russes ont dit, nous ne faisons pas confiance à ce type. Ce type n'agira pas de bonne foi. Nous ne pensons même pas qu'il représentera les intérêts des États-Unis. Nous pensons qu'il représentera les intérêts des Ukrainiens. Et c'est la même chose ici. Je le dirai 100 fois. Je le redirai pour le reste de cet épisode si tu veux. Tu sais, Witkoff et Kushner ne représentent pas les intérêts des États-Unis. Ils représentent leurs propres intérêts. Ils représentent les intérêts personnels de Donald Trump et ils représentent les intérêts d'Israël. Alors, lequel l'emporte? Je pense que ce sont leurs intérêts personnels et ceux de Donald Trump, mais ce n'est pas si éloigné des intérêts d'Israël. Donc cette idée même qu'il s'assoit avec ces types, je ne comprends tout simplement pas. Je ne comprends pas pourquoi les Iraniens font cela. Mais il y a tellement de choses que nous ignorons sur les raisons pour lesquelles les Iraniens ont même accepté cet accord.
Nous supposons qu'ils estiment avoir causé suffisamment de dommages économiques, qu'ils ont fait passer leur message, qu'ils ont provoqué assez de tensions politiques, non seulement dans le Golfe, mais aussi en Europe et auprès des alliés ou vassaux de l'Amérique dans le Pacifique. Peut-être que les Iraniens se sont dit, vous savez, ils ont tout mis sur papier, on fait le calcul et on conclut, nous en avons assez fait, nous pouvons nous arrêter ici, nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit. Peut-être, mais peut-être qu'il y a un autre aspect. Peut-être qu'ils ont besoin de se reposer. Peut-être qu'ils ont besoin de se rééquiper. Peut-être que leurs stocks de missiles et de drones sont plus faibles que beaucoup d'entre nous ne le pensent, et qu'ils doivent trouver une issue à cette guerre parce qu'ils ne peuvent pas la soutenir militairement. Peut-être que cela en fait partie. Peut-être que c'est une combinaison de tout cela. C'est probablement le plus plausible. Mais bien sûr, nous verrons. Mais pour revenir à la question que tu as posée au tout début, tu sais, je ne suis pas du tout optimiste à ce sujet. Pas du tout. Et si les Israéliens disent « D'accord, maintenant nous allons jouer le jeu », eh bien cela veut dire soit qu'ils ont un plan pour saboter, trahir et doubler les autres, soit que les Israéliens ont en gros obtenu ce qu'ils voulaient. Par exemple, au Liban, nous avons fait sauter tous les ponts au-dessus du Litani. Nous avons isolé le sud du Liban. C'est à nous maintenant. Personne ne peut nous empêcher de nous y installer ou de l'occuper. Alors oui, ayez votre petit cessez-le-feu. Ça ne nous intéresse pas. Matt, nous avons appris que le gouvernement espagnol va rouvrir son ambassade à Téhéran. C'est une nouveauté, et avec ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz, le Japon qui discute avec les Iraniens, essayant d'une manière ou d'une autre de négocier avec eux, nous avons aussi l'envoyé sud-coréen qui se rend en Iran pour parler avec les Iraniens. Ce sont des alliés des États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. On peut voir que l'Europe perçoit les choses différemment. Leur point de vue est totalement différent de celui de Donald Trump et des individualistes. Nous parlions de l'Empire américain. Que devient cet empire lorsque même les Européens ne comprennent plus le langage de Washington, ni celui du Japon ou de la Corée du Sud? Je pense que la clarté de ce que nous voyons ici devient trop difficile à résister, trop difficile à ignorer. L'Empire américain représente le XXe siècle. C'était le siècle américain, et il touche à sa fin. Cela ne s'est pas produit exactement au tournant du siècle, mais c'est ici que cela se termine vraiment, clairement. Il est en déclin depuis un certain temps, tout au long de ce siècle. Oui, je comprends cela. Mais c'est l'événement qui rend les choses évidentes. On ne peut pas l'ignorer. Et pour ces nations, comme les Européens, et même celles parmi les partenaires pacifiques de l'Amérique ou ses vassaux dans le Pacifique, cette réalité évidente est quelque chose qu'ils doivent accepter. Et je pense que pour certains au Japon et en Corée du Sud, cet événement, avec le choc énergétique qu'ils ont déjà ressenti si durement, la catastrophe qui était sur le point de les submerger et qui pourrait encore les submerger sur le plan énergétique, eh bien, la réalité, c'est qu'il suffit de regarder qui est aux commandes aux États-Unis. Ils n'ont toujours pas relâché leur hostilité envers la Chine et ils s'attendent à ce que nous allions en guerre avec elle. Ce qui est arrivé au Koweït, au Qatar, à l'Arabie Saoudite, aux Émiratis, les Émiratis, bien sûr, semblent ravis de la situation. Mais voilà la réalité qui attend les Japonais, les Sud-Coréens et les Australiens. Vous partez en guerre contre la Chine et le tampon de l'Empire américain, c'est votre pays. Et si vous pensez que les Américains vont d'une manière ou d'une autre vous protéger, comment cela va-t-il se produire? D'où cela viendrait-il? Ce sera simplement différent la prochaine fois. Je veux dire, je n'ai vu aucun Australien,
à part ceux qui sont déjà d'accord avec nous, dire cela, mais j'ai un peu ressenti cela chez certains Coréens et certains Japonais, que d'accord, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Allons-nous vraiment continuer avec cet empire américain, vestige du XXe siècle, ou allons-nous entrer dans le XXIe siècle? Allons-nous simplement penser que ce sera d'une manière ou d'une autre différent lorsque nous irons en guerre contre la Chine? Nous avons vu les Américains échouer à vaincre les Houthis en mer Rouge à 2 reprises. Ils n'ont pas seulement échoué à vaincre les Iraniens, mais ont en réalité contribué à faire de l'Iran une puissance mondiale, n'est-ce pas? Je veux dire, l'Iran est une puissance mondiale. Ce qu'il a accompli au cours des 6 dernières semaines le prouve, c'est une puissance mondiale. Le fait qu'il ait pu avoir de tels effets à travers le monde, qu'il soit en train de modifier la réalité économique des pays, non seulement de manière immédiate, non seulement sur le moment, non seulement par la hausse des prix à la pompe, mais en les obligeant à recalculer et à réajuster leur manière d'avancer dans le monde du XXIe siècle. Cela a démoli l'idée que les États-Unis sont le garant du Moyen-Orient, qu'ils sont le garant des approvisionnements et du transit énergétique. Et le fait que les États-Unis aient ses bases sur votre territoire pour vous protéger, tout cela a été démoli. Je veux dire, vous voyez essentiellement les Iraniens, à travers leurs actions au cours des 6 dernières semaines, détruire ces dogmes, les faire tomber. N'est-ce pas? Ces mythes s'effondrent et révèlent la réalité de ce qu'est l'Empire américain. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre d'États qui sont prêts, qui ont le courage d'aller dans ce sens. Je pense que l'Espagne, bien sûr, en fait partie. Les Japonais, peut-être aussi. Le Japon a certainement une direction très conservatrice en ce moment. Mais ensuite, il y a d'autres Européens. Nous en parlons souvent. Des gens qui voient leur survie, qui comprennent que toute leur position repose sur le statu quo et que leur réussite, aujourd'hui comme demain, dépend de la préservation du passé. Et c'est pour cela que les Européens sont si étroitement liés à l'OTAN. Je ne sais pas si tu as entendu les commentaires de Nima Al-Khorshid hier à propos de cette guerre. Oh mon Dieu, c'est juste... Je n'écoute même plus, c'est tellement écœurant. C'est d'un servilisme absurde. Il réprimande les nations européennes qui n'ont pas assez soutenu les Américains ou qui les ont soutenus trop tard, en parlant de la nécessité de ce que font les États-Unis pour s'assurer que les Iraniens n'aient pas d'armes nucléaires et que les Iraniens doivent cesser leur terrorisme à travers la planète. Je veux dire, on aurait dit que Mark Rutte passait une audition pour devenir le principal guide du futur musée présidentiel Donald Trump ou quelque chose du genre. Mais c'était vraiment ça. En Europe, certains considèrent que leur survie, le maintien de leurs privilèges, dépend du fait de préserver les structures qui les ont placés là où ils étaient le siècle dernier. Et encore une fois, toi et moi en parlons. C'est l'OTAN. C'est pour cela que tu vois cet engagement de la part des Scholz, des Macron, des Merkel, la manière dont ils sont simplement, tu vois. Mais l'autre chose, c'est que si tu regardes, voici, je pense, un bon exemple, une bonne image, presque une illustration du déclin de l'Empire américain. George H.W. Bush part en guerre contre l'Irak en 1999-91. Il dispose d'une coalition de dizaines de pays, de centaines de milliers de soldats venus du monde entier. Je veux dire, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui le soutient, non? Je veux dire, ensuite George W. Bush part en guerre contre l'Irak, et c'est bien moins légitime. Des alliés européens majeurs disent « Nous ne participerons pas à cela », comme les Français et les Allemands. Mais ils ont quand même, enfin, ils n'obtiennent pas la résolution du Conseil de sécurité, mais ils ont tout de même en 2003 le soutien des Britanniques. Les Britanniques ont envoyé 45 000 soldats pour envahir l'Irak en 2003. Les Espagnols et les Italiens, dont on parle beaucoup en ce moment pour leur défiance envers les Américains, disent «
nous ne participerons pas. Vous ne pouvez pas utiliser notre espace aérien ni nos bases. Les Espagnols et les Italiens avaient pourtant des milliers de soldats en Irak pendant cette occupation, n'est-ce pas? Et maintenant, on voit cette guerre contre l'Iran où personne ne participe vraiment aux grandes hostilités, à part les Américains et les Israéliens. Il y a bien les Français et les Britanniques, dont les avions abattent des drones et autres. Mais même les États arabes du Golfe, eh bien, ils ont lancé quelques attaques en Iran, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Vous savez, à part les Émiratis, ils préféreraient que tout cela soit terminé une bonne fois pour toutes. Ils ne veulent plus jamais que quelque chose de ce genre se reproduise. Donc je pense qu'en regardant le soutien que les États-Unis ont obtenu lors de la première guerre d'Irak en 1991, de la deuxième en 2003, et en le comparant à cette guerre contre l'Iran, on voit vraiment l'abandon. Je ne veux pas parler d'abandon, car ce serait exagéré, mais plutôt d'un affaiblissement de l'Empire américain dans sa capacité à mobiliser ses responsables pour faire ce qu'il a besoin qu'ils fassent. Et maintenant, nous avons cette discussion, celle que nous avons en ce moment, sur ce à quoi cela ressemble pour l'avenir et sur les nations qui doivent faire des choix cruciaux. Nous en parlons depuis un certain temps, toi et moi. Du fait que les pays doivent décider, que faisons-nous à l'avenir? Restons-nous avec l'Empire américain ou faisons-nous autre chose? Et maintenant, cette guerre est l'un de ces grands catalyseurs, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu comme jeter le grille-pain dans la baignoire. Tu vois, quelque chose pour vraiment faire bouger les choses. Et nous y voilà. Matt, nous faisons face à la réalité de la guerre en Ukraine en ce moment, à la réalité de ce qui se passe au Moyen-Orient. D'un autre côté, le chef de l'opposition à Taïwan se rend en Chine pour rencontrer Xi Jinping, ce qui me semble extrêmement important compte tenu de tout ce qui se passe. Penses-tu que les gens, les décideurs à Washington, vont reconnaître la réalité de la situation et prendre des décisions plus importantes pour l'avenir, en adoptant un comportement plus stratégique? Vont-ils en arriver là? J'espère bien qu'ils le feront. Je veux dire, on se retrouve dans une situation où les Taïwanais, depuis peut-être des décennies, se disent « les États-Unis se battront avec nous, ils se battront pour nous », et que les Chinois, Pékin, ne nous attaqueront jamais parce qu'ils devraient affronter les Américains. C'est notre moyen de dissuasion. Et maintenant, on regarde ce qui se passe et on voit que les Américains ne peuvent même pas approcher leurs navires à moins de 1000 km des côtes iraniennes. Taïwan est à 100 km ou 100 miles, peu importe, des côtes chinoises. Et ce sont ces gens-là qui sont censés nous protéger. C'est ridicule. Les Américains ont dû abandonner toutes leurs bases au Moyen-Orient. Ils vont devoir abandonner Okinawa. Ils devront peut-être même abandonner Guam face aux Chinois. Ils vont essentiellement se replier sur l'Australie, revenir en Australie et à Pearl Harbor, à Hawaï. C'est là que les Américains devront se replier. Je ne pense pas qu'ils seront capables de tenir Guam. Alors ce sont ces gens-là qui vont venir nous empêcher d'être dépassés par Pékin? Peut-être devrions-nous commencer à y réfléchir. Et je pense que ce questionnement, tout comme nous en parlions à propos des Japonais, des Espagnols ou d'autres, est quelque chose auquel les Taïwanais doivent maintenant faire face. Ils comptaient sur l'idée que les États-Unis les soutiendraient et que, lors du grand affrontement à venir, quand Pékin essaiera de les prendre, les Américains les repousseraient. Qui croit encore à cela? Nous n'avons pas pu vaincre les Houthis. Et maintenant, nous ne pouvons même plus approcher nos navires à moins de 1000 km des côtes iraniennes. Mais d'une manière ou d'une autre, nous allons défendre Taïwan contre la Chine. Vraiment? Vous savez, je pense qu'il y a ce type de conversation en cours. Et si ce n'est pas le cas,
alors ils méritent tout ce qui leur arrive. Si des pays acceptent cela, comme si rien ne s'était passé, comme si ces conséquences n'étaient pas réelles, comme si ce n'était pas une illustration de ce qui se produira à l'avenir, alors vous méritez tout ce qui vous arrive. Ensuite, vous pouvez traîner avec Mark Ruda, vous savez, et rivaliser pour attirer l'attention de Donald Trump pendant que votre pays se retrouve dans une situation où il est soit irrémédiablement blessé par une guerre future, soit continue d'être un vassal sans aucun avantage pour les États-Unis. John Kerry, l'ancien secrétaire d'État, a été interrogé hier pour savoir si Netanyahou lui avait déjà demandé, à lui ou à son administration, d'attaquer l'Iran. Il a répondu que ce n'était pas seulement son administration, celle d'Obama, mais que Netanyahou avait également fait la même demande à Biden, à Trump et même à George W. Bush. Il a affirmé que Netanyahou avait demandé à chaque président américain d'attaquer l'Iran, mais qu'il avait finalement obtenu ce qu'il voulait de Donald Trump. Alors la question est, quel est l'enjeu? Quelle est la fragilité de Donald Trump? D'où vient-elle? Et voici ce qui a été rapporté à propos d'Epstein et de l'affaire Epstein. En ce moment, du côté de l'administration Trump, Antonia, les choses allaient si bien qu'une guerre, qui a relégué l'enquête Epstein en dernière page depuis 5 semaines, se passe désormais si mal que la première dame des États-Unis fait une déclaration non prévue, improvisée, à propos de cette enquête. L'administration était tellement désespérée de la faire disparaître des gros titres, et maintenant, elle y revient, en pleine guerre internationale, alors qu'il y a à peine 48 heures, le président des États-Unis, son mari, menaçait de détruire toute une civilisation. Nous sommes donc à peine à 48 heures d'avoir proféré des menaces de crimes de guerre, puis d'avoir tenté de détourner l'attention de ces menaces par une catastrophe colossale que nous avons nous-mêmes provoquée au Moyen-Orient. Et maintenant, nous dissimulons une déclaration de la Première Dame à propos d'une enquête que le département de la justice a si mal gérée que Pam Bondi, qui il y a une semaine était la procureure générale des États-Unis, et qui, dans une semaine, devrait témoigner devant la commission de surveillance de la Chambre, ne témoignera pas. Et l'argument avancé par l'administration est que, eh bien, elle n'est plus la procureure générale. Ouais, elle n'est plus là. Oui, elle a été assignée à comparaître nominativement, d'après ce que je comprends, donc elle doit se présenter de toute façon. Mais oui, je veux dire, qu'est-ce que l'administration a pu faire d'aussi mal, d'aussi catastrophique, d'aussi inévitable, pour qu'ils pensent que publier 3 millions de dossiers Epstein qui n'avaient pas encore été rendus publics serait une façon de se sortir de la catastrophe actuelle dans laquelle ils se trouvent. Non, je veux dire, oui, c'est juste incroyable. C'est absolument incroyable. Franchement, avec cette guerre, a-t-on déjà vu une guerre aussi courte? Je suppose que oui, mais quand même, si elle se termine, et c'est un grand si, mais disons qu'un cessez-le-feu tient. Et vous savez, l'Iran en tire ce qu'il doit en tirer, car il a actuellement l'avantage. Il continue de garder l'initiative. Il reste dans une position où les États-Unis ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Changement de régime, démocratie, destruction du programme nucléaire, destruction des programmes de missiles et de drones. Les États-Unis ne peuvent pas faire ces choses-là. Ce sont les objectifs de l'Amérique, ils ne peuvent pas les atteindre. En revanche, les objectifs iraniens, peut-être qu'ils n'avaient pas tout planifié, mais ils en ont certainement tiré parti. Et au premier rang de ceci figure la réorganisation du Moyen-Orient. Le fait que les États du Golfe vont désormais devoir payer une taxe à l'Iran pour expédier leur pétrole, leur gaz naturel et tous les sous-produits qu'ils produisent à travers le détroit d'Ormuz. Oh mon Dieu, vraiment? Incroyable.
C'est stupéfiant que ça se produise. Je veux dire, y a-t-il déjà eu quelque chose de comparable? Ils ont vraiment tout gâché. Maintenant, les Israéliens, je pense que ce qui est important à propos du cessez-le-feu, c'est de comprendre que les objectifs américains ne sont pas les mêmes que les objectifs israéliens. Il se peut que les dommages infligés aux Iraniens, la destruction, les pertes, fassent que les États du Golfe soient désormais plus enclins à se rapprocher d'Israël, non? Donc, toute cette affaire pourrait en réalité inciter l'Arabie saoudite à rejoindre les accords d'Abraham. Juste une spéculation, n'est-ce pas? Vous savez, Israël se dit, eh bien, c'est plutôt bien. Nous avons tiré quelque chose de cette guerre alors. D'accord, nous avons tué l'ayatollah. On peut cocher cette case. Et maintenant, son fils est en fuite. Et vous savez, les Israéliens apprécient ce genre de violence pour la violence. Les États du Golfe pourraient désormais être plus enclins à soutenir Israël ou à entretenir de meilleures relations avec lui, en raison des tensions, de l'apathie, de l'hostilité envers l'Iran, pour le dire gentiment. Mais aussi, les Israéliens ont eu l'occasion de prendre le sud du Liban. Ils ont pu relancer cette guerre. Et cette fois, ils l'ont bien menée. Je veux dire, les Israéliens peuvent regarder la situation et se dire, vous savez quoi, en ce qui concerne notre liste de choses à accomplir ici, nous avons obtenu pas mal de résultats. Et c'est pareil pour les Iraniens. Les Iraniens peuvent regarder leur propre liste et se dire, vous savez quoi, c'est suffisant pour nous. Les Américains, qu'est-ce que les Américains peuvent dire qu'ils ont sur leur liste? Et maintenant, la situation est tellement mauvaise pour les États-Unis que oui, on voit des gens à la télévision américaine d'entreprise reparler d'Epstein comme moyen de détourner l'attention, sans même parler de tout ce spectacle autour de Melania Trump, mais comme une tentative de distraire le public de cette guerre que les États-Unis, à ce stade, ont si clairement perdue. Oui, je pense qu'en ce moment, la crainte, c'est que le Conseil de la paix ait annoncé aujourd'hui que la date limite pour le désarmement du Hamas arrive et que c'est aujourd'hui et qu'Israël veut revenir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable, tu sais. Se retirer du Liban ou peut-être annoncer une sorte de faux cessez-le-feu entre Israël et le Liban, comme avant, puis attaquer à nouveau Gaza. Je sais, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ça n'a vraiment aucun sens. Je veux dire, il y a seulement 1 ou 2 semaines, Zamir, le chef d'état-major de Tsahal, a déclaré que l'armée israélienne était proche de la rupture. Je crois que la recommandation actuelle consiste à prolonger la durée de mobilisation des réservistes israéliens, ce qui va être très difficile pour la population israélienne et pour l'économie, maintenir ces hommes et ces femmes en uniforme plus longtemps. En réalité, ces mobilisations durent depuis 3 ans, ce qui a profondément affecté la société ainsi que l'économie. Ils ne peuvent pas continuer à tenir ainsi. Je veux dire, sur le plan économique, les Israéliens partent toujours du principe, enfin, l'hypothèse correcte, c'est que les Américains viendront à notre secours. Ce n'est pas un problème. Les Américains le feront. Donc, s'ils ont besoin de ce genre de bouée de sauvetage économique, comme les États-Unis l'ont fait en Afghanistan ou en Ukraine, ils peuvent le faire aussi. Mais oui, il y a cette réalité que l'opération au Liban, ajoutée aux opérations d'annexion qui s'étendent en Cisjordanie, une grande partie de cela est liée aux colons là-bas, n'est-ce pas, aux terroristes juifs en Cisjordanie. Mais maintenant, oui, cette idée que, d'accord, 6 mois se sont écoulés depuis le cessez-le-feu à Gaza et qu'il faut s'occuper de ce désarmement du Hamas. Qui va faire ça? Et personne ne se précipite pour faire partie de cette force internationale de stabilisation. Je ne suis plus très sûr de la position des Indonésiens à ce sujet, surtout après qu'Israël a tué 3 de leurs casques bleus au Liban. Alors, est-ce qu'Israël va renvoyer 2 de ses divisions à Gaza? Est-ce cela qu'il prévoit de faire?
Je veux dire, ils ne peuvent pas tout faire. Et donc, c'est un autre argument, je suppose, en faveur de l'acceptation d'un cessez-le-feu par Israël pour les désengager du conflit avec l'Iran. Espérons que cela ferait ensuite retomber la pression sur eux au Liban, surtout s'ils ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient du sud du Liban et peuvent l'occuper comme ils le souhaitent, et s'ils parviennent à faire cesser les attaques du Hezbollah. D'accord. Maintenant, on peut voir comment ils peuvent se réorienter un peu et continuer à faire ce qu'ils font en Cisjordanie, qui en aura encore besoin. Quand l'annexion en Cisjordanie atteindra le point que nous prévoyons, peut-être dans 2 ou 3 ans, on aura là quelque chose qui fera paraître les premières et deuxièmes intifadas comme, disons, une récréation de maternelle. Je veux dire, ce sera parce que les Palestiniens comprendront qu'ils se battent pour leur survie, qu'on les regroupe dans ces ghettos urbains. Et voilà, ce sera la fin pour eux. Ils vont devenir Gaza. Alors comment Israël se prépare-t-il vraiment à cela? En attendant, ils ne parviennent pas à résoudre quoi que ce soit de ce qui se passe à Gaza. Je veux dire, je pense que si les Israéliens étaient intelligents, ils hausseraient simplement les épaules à propos du Hamas pour le moment. Regardez, ils contrôlent 60% de Gaza et il y a 2 millions de personnes vivant dans moins de 40% du territoire. Elles sont plongées dans la misère, elles meurent de faim. Leurs soldats ont le droit de tirer une balle dans la tête d'une fillette palestinienne de 9 ans et de s'en tirer sans conséquence. Personne ne s'en soucie. Alors laissez simplement Gaza mariner dans sa misère, enfermé dans ses 40% de ce qui fut autrefois la bande. Enfermez-les là-dedans. C'est ce que je pense que les Israéliens devraient faire si j'étais une sorte de consultant malveillant les conseillant. Et ensuite, concentrez-vous sur le Liban. Sécurisez-le, puis passez à votre annexion de la Cisjordanie. Et puis il y a ton grand Israël. Tu sais, garder Shara sous contrôle, maintenir les relations aussi bonnes que possible, ne pas s'embrouiller dans le sud de la Syrie, mais dire à ton peuple de se taire à propos d'une future guerre avec la Turquie, parce que ce sont les Turcs qui contrôlent Shara, qui contrôlent le chef d'Al-Qaïda à Damas. Tu ne veux pas que tout cela soit ravivé. Je veux dire, les Israéliens, ce n'est jamais assez pour eux. Ce n'est jamais assez pour eux. Et ce sera toujours comme ça. Et cela sera, en fin de compte, pas de sitôt. Mais je pense que ce sera la chute d'Israël, que ce n'était jamais assez. Ils vont sombrer dans une guerre civile, se battre entre eux et s'effondrer sur leur front. Je parle d'ici quelques années, mais je pense que c'est ce que tu verras pour Israël. Merci beaucoup, Matthew, d'être avec nous aujourd'hui. Bon voyage. Très bien. Merci, Nima. J'apprécie vraiment. Et Nima, comme toujours, il est trop modeste et trop gentil pour dire aux gens de s'abonner et d'aimer sa chaîne. Alors, abonnez-vous, aimez et partagez la chaîne de Nima et aidez-le à avoir plus d'abonnés, car il le mérite. Nima, tu devrais atteindre, disons, 1 million d'abonnés d'ici l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Oui, merci. Merci beaucoup, Matthew. Hajvjdos. Merci.